Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de faire intervenir le docteur Jérôme Bernard Pellet. Bonjour. Qui est aussi un ami. Est-ce que tu peux te présenter, Jérôme, s'il te plaît? Alors je suis à la fois médecin généraliste et médecin nutritionniste. Après avoir obtenu mon doctorat en médecine générale, j'ai décidé de devenir nutritionniste. Donc j'ai passé un diplôme interuniversitaire de nutrition. Par ailleurs, j'avais déjà passé une maîtrise en biostatistique et recherche clinique. J'ai également été formé à la recherche bibliographique. Et donc ensuite, j'ai décidé de me sous-spécialiser dans les alimentations végétariennes et végétaliennes. J'ai longuement étudié la littérature scientifique sur le sujet. Donc tout ça m'a beaucoup aidé pour rechercher les informations et ensuite vérifier la qualité des informations, ensuite en faire une synthèse, parce qu'on dit tellement de choses sur le sujet, tout et son contraire, qu'il m'a fallu faire un travail de recherche dans la littérature scientifique. Et donc j'ai pris le temps de faire ce travail, d'extraire les références dans les bases de données, puis ensuite de lire les articles. C'était un gros travail qui m'a pris plusieurs années. Et maintenant, j'ai une vue d'ensemble sur le sujet et je me sens tout à fait compétent pour répondre de manière précise et fiable à ces questions. Génial, je pense que c'est un sujet qui peut intéresser des véganes comme des non-véganes, parce que c'est vrai que l'alimentation végétale, en tout cas le végétalisme, c'est un sujet, c'est assez controversé. C'est vrai que ça va pas forcément dans le sens des lobbies et c'est important d'avoir des gens professionnels comme toi ici pour un petit peu casser les a priori. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que ça serait bien de redéfinir le thème de végétarien, végétalien et vegan. Alors, je pense qu'il faut parler des aliments de base dans l'alimentation végétalienne. Alors, parce que le véganisme apparaît abstrait comme ça, et donc les gens se disent mais que mangent donc les véganes? Et certains imaginent que les véganes ne mangent que de la salade. Bien heureusement, on mange bien plus d'autres choses que ça. Alors, on ne va pas parler gastronomie aujourd'hui, on va parler vraiment des ingrédients de base. En fait, il y a 5 grands groupes alimentaires qui servent de base à l'alimentation végane. Alors, il y a bien sûr les légumes. La deuxième grande base de l'alimentation végane, ce sont les légumineuses. Alors les légumineuses, il ne faut pas les confondre avec les légumes. Les légumineuses, ce sont des aliments issus de plantes capables de fixer l'azote de l'air en travaillant en collaboration avec des bactéries. Donc c'est des plantes qui sont très intéressantes sur le plan agronomique puisqu'il n'y a pas besoin d'engrais. Mais en plus, ces légumineuses ont des propriétés nutritionnelles absolument exceptionnelles. Alors voici des exemples de légumineuses consommées couramment: lentilles, pois, pois chiches, haricots secs, fèves, soja. Toutes les sortes de haricots secs. Je pense qu'il y a plusieurs centaines de variétés de haricots secs dans le monde. Le troisième grand groupe alimentaire, ce sont les céréales. Alors lorsque nous parlons des céréales, je ne parle pas des céréales pour petit déjeuner. Souvent on fait l'amalgame. Ouais. Donc là, lorsqu'on parle là des céréales, c'est les céréales au sens agricole du terme. Donc il s'agit du blé, du riz, du maïs, aussi d'autres céréales un peu moins consommées, beaucoup moins consommées même, sarrasin, boulgour, millet, etc., etc. Alors les 2 céréales les plus consommées dans le monde, c'est vraiment le blé et le riz. En Occident, on consomme massivement le blé sous forme de farine, ce qu'on va retrouver dans le pain, dans la pâte à pizza, dans la farine qu'on utilise pour faire les gâteaux, etc. Voilà. Le 4e groupe alimentaire, ce sont les fruits. Et enfin, il y en a un 5e qui est très intéressant et qui est négligé. Ce sont les oléagineux. Et les oléagineux comprennent à la fois les noix et les graines au sens générique. Alors, les noix, c'est quoi? Par exemple, les noix de Grenoble pour une forme de cerveau, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou, etc., etc. Et aussi les graines, alors c'est graines de lin, graines de chia, graines de tournesol, graines de courge, etc., etc.
Bien, en utilisant ces ingrédients de base, on arrive facilement à couvrir les besoins nécessaires au métabolisme humain. Donc voilà ce que sont les bases de l'alimentation végane. Du coup, je pense qu'on devrait commencer avec la question principale de la plupart des gens quand on dit qu'on est végétarien ou vegan, c'est les protéines. Mais où trouver les protéines quand on ne mange plus de viande ou plus de produits d'origine animale? C'est vrai que c'est la grande question, donc si tu peux commencer par ça. Oui, voilà. Alors je pense que c'est indispensable de parler des protéines parce que c'est presque une obsession chez les personnes qui voudraient éventuellement diminuer, voire carrément arrêter la viande. Alors vraiment là, j'affirme haut et fort que les protéines, c'est vraiment un faux problème. Il suffit de manger à sa faim. En fait, il suffit de manger régulièrement des légumes, des légumineuses, des céréales, des oléagineux, des fruits. Et naturellement, sans chercher spécialement à faire des efforts pour manger beaucoup de protéines, on va arriver à assurer ses besoins métaboliques. Voilà, alors ça peut paraître simpliste. Maintenant qu'on va comprendre pourquoi c'est si facile de trouver des protéines dans le règne végétal. Alors déjà en introduction, en fait, les plantes fabriquent pour les animaux les acides aminés essentiels. À part le cas particulier de certaines bactéries, en fait, les animaux sont incapables de fabriquer les acides aminés essentiels. Donc, au départ, ce sont les plantes qui fabriquent pour nous les acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels et non essentiels sont associés les uns aux autres pour fabriquer des protéines. Ouais. Nous mangeons ces protéines, elles sont digérées, on transforme les protéines de nouveau sous forme d'acides aminés, essentiels et non essentiels. Et en fait, les acides aminés, c'est un langage commun dans le vivant. Les acides aminés sont les mêmes dans toutes les espèces, à part que très rares exceptions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Et donc un acide aminé, c'est un acide aminé qui provient d'une protéine animale ou végétale, c'est le même. Et il se trouve qu'il y a tous les acides aminés essentiels et non essentiels dans toutes les protéines, végétales ou animales. La seule chose qui distingue une protéine d'une autre, c'est la proportion des différents acides aminés. Imaginez un collier de perles. Alors, vous prenez un collier de perles, on va dire que le collier de perles, c'est une protéine, et la perle elle-même, c'est un acide aminé. Donc les plantes vont être capables de fabriquer des acides aminés essentiels. Nous, en tant qu'animaux, on peut fabriquer des acides aminés non essentiels. Et on va assembler ces perles ensemble pour faire des protéines. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, eh bien, il se trouve que ça n'existe pas, les protéines végétales, dans lesquelles il manque tel ou tel acide aminé. Souvent, on entend, eh bien, oui, les protéines végétales, c'est très bien, mais il manque certains acides aminés essentiels. Eh bien, il suffit d'ouvrir n'importe quelle table nutritionnelle. Enfin, quand on dit n'importe quelle, j'exagère, parce que toutes les tables nutritionnelles n'ont pas ces données. Mais si vous prenez la table de nutrition mise au point par le gouvernement canadien, alors dans un moteur de recherche, vous tapez comme mot-clé fichier des éléments nutritifs canadiens, et la première réponse dans Google, ça va être une base de données bilingue, français-anglais, dans laquelle vous allez pouvoir taper n'importe quel aliment, et taper n'importe quel aliment, il va vous mettre le contenu en protéines. Et pour les protéines, il va les détailler acide aminé par acide aminé. Génial. Et alors, vous pourrez vérifier de vos propres yeux qu'effectivement, il y a bien tous les acides aminés dans toutes les protéines. Et la seule chose qui change, c'est la proportion. Alors, il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Qu'est-ce qu'on reproche, entre guillemets, aux protéines animales, ce qui est tout à fait défendable. Proportionnellement, il y a moins d'un acide aminé essentiel qui s'appelle la lysine. Alors il y a de la lysine dans le blé, il y a de la lysine dans le maïs, il y a de la lysine dans les oléagineux comme les noix, noisettes, amandes, cacahuètes, etc. Mais, quoique le cas de la cacahuète est particulier justement, il y a moins de lysine, mais il y en a, et ça suffit très largement pour nos besoins métaboliques. Et c'est la raison pour laquelle en fait, le véganisme est si simple. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à absolument faire des associations extrêmement compliquées. D'autant plus qu'il y a plein de protéines végétales qui sont parfaites dès le départ. Alors je vais donner des exemples. Ouais. Il y a l'exemple archi connu qui est l'exemple du soja, mais pas que. Tout le monde, presque tout le monde sait que le soja est une excellente protéine, justement sur laquelle il y a justement aucun acide aminé limitant. Mais très controversé d'ailleurs, mais voilà, mais pour d'autres raisons, on en parlera du soja plus tard. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas que le soja. Il y a par exemple la cacahuète. On parle rarement de la protéine de cacahuète.
Mais là aussi, c'est une protéine qui est parfaite. Il y a tous les acides aminés essentiels dans la bonne proportion. Pareil pour le quinoa. Alors le quinoa, c'est inclassable. On le met dans les céréales, mais c'est pas assez. En fait, c'est une pseudo-céréale. Voilà. Le quinoa a cet avantage-là. C'est pas la seule. Il y a des vraies céréales qui ont cette propriété-là aussi. On n'en parle pas. Le sarrasin. Ah oui. Oui. Le sarrasin, c'est une protéine est parfaite, mais c'est pas un aliment qu'on consomme couramment. Alors on va parler d'un groupe alimentaire qui a des protéines presque toujours parfaites, ce sont les légumineuses. Les légumineuses sont soit parfaites, soit à peine limitées dans un acide aminé essentiel qui s'appelle la méthionine. Est-ce qu'on pourrait vivre, et très bien vivre, simplement en se basant sur les légumineuses pour ces apports en protéines sans aucun problème? En fait, si on prend la protéine de lentilles, qui est censée être la plus mauvaise, entre guillemets, protéine de légumineuse, elle a un indice chimique à 0,9. Alors c'est quoi l'indice chimique? L'indice chimique, on prend l'acide aminé le plus rare, et lorsque il est dans la quantité dite optimale, la liste est à 1. Si la liste est à 0,8, ça veut dire qu'il y a un déficit de 20% par rapport à l'optimal théorique. Donc l'indice chimique de la protéine de lentilles, c'est 0,9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il suffirait de légèrement surconsommer d'environ 10% les lentilles pour assurer ses besoins dans tous les acides aminés essentiels. Voilà. D'accord. Donc l'association, c'est-à-dire que lorsqu'on rajoute une céréale à une légumineuse, ça permet de mieux utiliser la céréale. Mais la légumineuse se suffit à elle-même. Et donc tu disais par rapport aux sources de protéines végétales, une des plus connues c'est le soja, surtout dans la communauté végétalienne végane. Et je sais que c'est aussi une protéine qui est très controversée, enfin le soja en général est très controversé. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, ton avis là-dessus? Tout à fait. Alors, ce qui est controversé dans le soja, c'est pas la protéine. Au contraire, là, tout le monde est d'accord pour dire que la protéine de soja est formidable. Le soja, c'est une plante qui à la fois produit énormément de protéines en quantité. Dans la graine de soja, c'est de l'ordre de 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors, je parle du soja brut, pas du soja une fois transformé. Et en plus, la qualité de la protéine, elle est parfaite. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une plante aussi appréciée dans l'alimentation animale. Et ce qu'on utilise comme argument pour décrédibiliser le soja, ce sont les phytoestrogènes, improprement appelés phytoestrogènes. En fait, on devrait les appeler les isoflavones. Alors, c'est quoi les isoflavones? Ce sont des molécules qui sont ni des vitamines, ni des minéraux, ni des protéines, ni des lipides. C'est à part, voilà. C'est comme un médicament naturel qui a des propriétés dans le corps. Et donc on accuse à tort ces isoflavones de ressembler à une hormone féminine qui s'appelle le stradiol, d'où le nom entre guillemets de phytoestrogène. Et on se dit, eh bien si ça ressemble aux oestrogènes, peut-être que ça va provoquer des cancers du sein, peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être que les garçons vont devenir des filles, voilà. Alors tout ça, ce sont des inquiétudes, qui peuvent être légitimes. Alors ça, c'est la théorie, et en médecine, parfois, on confond hypothèse et vérité et réalité. Une hypothèse n'est pas une réalité. Une hypothèse, on va se poser la question, après, on y répond. Alors, nous avons la réponse. En fait, le soja est largement utilisé depuis 9000 ans en Chine. Il est maintenant utilisé aux États-Unis depuis 1929, notamment chez les enfants dès la naissance. Donc, on a une très forte expérience de ça. Et il y a énormément d'études scientifiques publiées dans la littérature de haut niveau qui montrent que non seulement le soja n'est pas dangereux, mais en plus il a des propriétés vraiment intéressantes pour la santé. Prévention du cancer du sein, prévention du cancer de la prostate, diminution du risque du diabète de type 2, amélioration de la santé cardiovasculaire. Alors ce qui est vrai, c'est que dans le soja, les isoflavones, donc appelés phytoestrogènes, modulent l'effet de l'œstradiol. C'est-à-dire qu'au niveau du sein, le soja a tendance à diminuer l'effet de l'œstradiol. Donc ça, au contraire, un effet anti-œstrogénique, contrairement à ce que les gens pensent. Ça a tendance à avoir un effet pro-œstrogénique au niveau de l'os, mais c'est un effet qui est vraiment léger. Et du coup, ça a tendance à améliorer la santé de l'os, ça permet de lutter contre l'ostéoporose, tout en permettant de diminuer les risques de cancer du sein. Tout ça a été publié, republié dans la littérature scientifique, et pourtant,
la rumeur publique, toujours basée sur rien, continue à dire que oulala, il faut faire attention, c'est très dangereux. Ouais. Demandez aux gens qui affirment ça de nous montrer les études scientifiques, et ben il n'y en a pas, ils en seront incapables. Alors pourquoi cette mauvaise réputation? C'est pas innocent. Alors le vrai problème du soja, c'est qu'il a une texture fibreuse et on peut tout faire avec. On peut faire de la laine végétale, on peut faire du lait, on peut faire des crèmes, on peut faire du fromage, et en fait c'est un redoutable concurrent des produits laitiers. Les multinationales laitières sont très actives dans notre pays et en Occident en général, donc elles ressentent tous le besoin de financer des experts pour mentir sciemment, raconter des énormes bêtises sur le soja, en fait pour tuer le serpent dans l'œuf entre guillemets. C'est-à-dire que comme ils ont vu le soja comme étant un concurrent, ouais. Et ben ils se sont dit on va diffamer le soja pour être sûr de pouvoir vendre nos produits laitiers. Et ce qui est intéressant, c'est que même les sociétés qui produisent du soja sont d'accord avec ça. Parce qu'en fait, les sociétés qui produisent du soja sont contre la consommation de soja pour les êtres humains, parce que pour eux, c'est beaucoup plus rentable de le vendre directement pour l'alimentation animale. C'est la grande affaire, comme il faut 10 kg de protéines végétales pour fabriquer un seul kilo de protéines animales, et ben, on va vendre beaucoup plus de soja en vendant pour l'alimentation animale que pour l'alimentation humaine. C'est triste. C'est pas dans l'intérêt général, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi c'est controversé. Souvent, les gens pensent à tort que lorsqu'on mange du soja dans l'alimentation humaine, c'est du soja OGM. Bah, il faut rappeler qu'en Europe, le soja OGM est interdit pour l'alimentation humaine. Donc, si vous mangez, vous, du soja en tant qu'être humain, il n'y a aucun souci pour l'instant. En 2017, il n'y a pas de problème. Ce sera forcément du soja non OGM. Par contre, la plupart la plupart des gens qui nous regardent ont tous mangé du soja OGM indirectement en mangeant des produits d'origine animale. Pour nourrir des poules, des vaches, des bœufs, etc., pour nourrir les animaux, on utilise très souvent, pas toujours, mais très très souvent, du soja OGM, qui lui est légal. Donc on importe du soja OGM du Brésil, d'Argentine, etc., des États-Unis. On va déforester effectivement l'Amazonie pour produire ce soja OGM, pour nourrir le bétail occidental. Alors justement, si vous ne voulez pas qu'on déforeste l'Amazonie, eh bien, c'est un argument pour devenir totalement vegan. Écologique, oui. Et si vous mangez du soja, il y a une production de soja bio en France, dans le sud-ouest de la France. Il y en a un peu aussi en Allemagne, en Italie. Et vous saurez que vous ne contribuerez pas du tout à bien regarder la déforestation, au contraire. La provenance des produits et tout en privilégier le local, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Ok. Et parmi les protéines aussi, donc tu parlais des céréales. Et dans l'alimentation végétale, pour reproduire une protéine de qualité, il est souvent conseillé d'associer les céréales et les légumineuses ensemble. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Il ne faut pas être obsédé par l'association céréales-légumineuses. Il y a une réalité, c'est que les céréales ainsi que les oléagineux, donc noix, noisettes, amandes, riz, blé, maïs, ouais. Toutes ces protéines-là, elles contiennent un acide aminé essentiel qui est la lysine, mais pas énormément. Donc en associant les céréales avec des légumineuses, eh bien c'est comme si on mangeait du soja, c'est comme si on mangeait de la viande, c'est comme si on mangeait des cacahuètes. Les cacahuètes, c'est aussi une protéine qui est parfaite. Donc cet intérêt de faire une association céréales légumineuses, ça permet en fait de faire des économies, on peut le dire. On peut, pour avoir le même résultat nutritionnel, ça permet de manger moins. Donc ça peut être très utile si on a un petit appétit, si on est anorexique. Pour les personnes âgées, je pense que ça peut être utile. Parce qu'il y a un gros problème de surnutrition de l'enfance jusqu'à l'âge adulte chez la plupart d'entre nous. Mais par contre, à arriver à l'âge de 70-80 ans, on voit des personnes âgées qui peuvent être dénutries pour des multiples raisons. On peut perdre l'appétit en étant âgé. Il y a de moins bonnes régulations de l'appétit, le goût est moins intense au niveau des papilles, etc. Donc, tout un ensemble de facteurs qui fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont tendance à ne pas s'alimenter suffisamment. Alors dans ce cas, une association légumineuse céréales est pertinente, sachant qu'on peut faire autrement. Il y a des aliments tout prêts. Et si on veut consommer un produit qui est très concentré en protéines et pour lequel il n'y a pas besoin de faire d'association, il y a des steaks de soja qui sont très bien pour répondre à ce besoin. Carrément. Donc
L'association céréales légumineuses, oui, dans une croyance dépassée. Oui, alors mais alors, ce qui est complètement dépassé, c'est l'idée comme quoi c'est absolument obligatoire, qu'il faut absolument le faire. Il y a des végétariens qui pensaient, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, que c'était pas possible d'être végétarien sans faire cette association, et en plus dans la même assiette. Alors, ce que je pensais aussi pour avoir, voilà, si on veut faire une association, imaginez que voilà, vous êtes anorexique, vous avez un tout petit appétit, vous avez tendance à être souvent maigre. Comment diagnostiquer une carence en protéines? Il suffit d'examiner son corps. Il suffit de regarder la masse musculaire au niveau de la racine des cuisses et de la racine des bras. Et en fait, si vous ne mangez pas assez de protéines, votre organisme va utiliser vos muscles comme réserve d'acide aminé. Donc il va y avoir une fonte musculaire. Si vous avez ce problème, alors là, effectivement, peut-être que vous avez une carence en protéines, il va falloir manger plus de protéines. Donc vous pouvez faire cette association légumineuses et céréales. Il n'y a pas besoin que l'association soit faite au cours du même repas. Par exemple, vous pouvez manger la céréale à midi, dans votre restaurant d'entreprise, parce que les légumineuses, c'est pas si courant. Et puis à la maison, le soir, vous pouvez manger des légumineuses. Le fait, dans la même assiette, de mettre légumineuses plus céréales, ça ne sert à rien d'un point de vue technique. Alors, si ça vous fait plaisir d'un point de vue gustatif, bien sûr, vous pouvez. Mais d'un point de vue technique, ça n'apporte pas un avantage par rapport à le faire de façon dissociée, comme on vient de le dire. Ouais. De toute façon, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce soit des personnes végétariennes, végétaliennes ou non, on mange en général trop de céréales, et là où l'alimentation végétarienne pourrait avoir des défauts, c'est que justement on essaie de compenser les produits qu'on enlève avec encore plus de céréales, et je pense qu'on devrait plus les remplacer par des portions de légumes, de fruits, enfin beaucoup plus de fibres. Tout à fait. Alors, c'est pas parce que c'est végétal que c'est forcément bon pour la santé. Donc on peut parler des aliments qui sont un peu moins bons pour la santé dans le cadre d'une alimentation végane. Donc, souvent la principale erreur qui peut être faite, c'est de surconsommer les céréales raffinées. Enfin, les céréales ne sont pas mauvaises en soi, mais on a pris une mauvaise habitude depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est de tout raffiner, de tout transformer, chauffer, écraser, etc. Alors ça peut avoir un intérêt gustatif, ça peut permettre de mieux conserver les aliments, mais ça augmente ce qu'on appelle l'indice glycémique. Ouais. Idéalement, alors évidemment ce conseil ne pourra pas toujours être appliqué tout le temps partout, mais quand on a le choix, quand on peut, il vaut mieux privilégier le riz complet au riz blanc, il vaut mieux privilégier le pain complet au pain blanc, etc. Parce que dans l'écorce, il y a des nutriments qui sont intéressants, il y a des fibres alimentaires, il y a du zinc, il y a du fer, il y a des vitamines. Et lorsque la céréale n'est pas raffinée, ça diminue son index glycémique. Alors on va expliquer très brièvement ce que c'est l'index glycémique. Ouais. L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire monter haut le taux de sucre après un repas. Et le fait de faire des pics de sucre après les repas, c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais quand ça se produit de façon répétée, eh bien, ça va vous faire grossir, c'est un facteur d'obésité, parce que ce stock excédentaire, il faut le stocker. Ouais. Vous allez produire une hormone qui est l'insuline, et l'insuline va demander à votre corps de transformer le sucre en graisse qui va se mettre sous la peau, et donc aussi un peu aussi dans le foie, et puis également dans les muscles. Et enfin, ça va favoriser un véritable fléau qui est le diabète de type 2. On constate actuellement une épidémie de diabète de type 2 qu'on pourrait éviter en fait si on limitait notre consommation d'aliments à index glycémique élevé. On prend le même chemin que nos amis américains en fait. Tout à fait, voilà. Diabète. Alors c'est aussi une question de quantité. Hein. Bien sûr. Idéalement, il y a un paramètre important dans l'alimentation, quel que soit le mode alimentaire, qu'on soit omnivore, vegan, végétarien ou autre. C'est les quantités, donc même des aliments pas très bons pour la santé, si on prend des petites quantités, ma foi, voilà, si vous prenez un tic-tac, par exemple, un tic-tac, c'est un indice glycémique très élevé, mais il y a tellement peu de sucre en quantité que voilà, c'est pas grave, c'est négligeable. Par contre, si vous mangez de grandes quantités, alors là oui, là c'est pas très bon pour la santé. Donc souvent un des gros points faibles de l'alimentation française, par exemple, c'est la surconsommation de pain, de baguettes. Oui. Alors un bon pain, un pain complet par exemple, ça va, mais si on mange aussi une petite quantité de pain, c'est pas grave. Mais si on se met à manger de grandes quantités de pain, et ben c'est vrai que c'est pas idéal pour la santé. Voilà. Tous les aliments d'origine végane ne sont pas forcément bons pour la santé. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Le sucre, le trop plein de gras, le trop plein de sel, c'est végétal. Mais c'est une source de protéines. On l'oublie, mais sans faire exprès. Tel Monsieur Jourdain qui ne savait pas qu'il faisait de la prose,
Eh bien, on a tous mangé plein de protéines sans le savoir en mangeant du pain, des pizzas, des cookies, des gâteaux. Enfin, il y a à peu près 7% de protéines dans le blé. Ah ouais, bon, après ça vient sur un autre problème de ce qui est devenu le gluten aujourd'hui, Voilà. donc mais ça serait un autre sujet qui C'est un autre mérite sujet, une vidéo, le gluten qui augmente la perméabilité intestinale, ce sera un autre sujet. Justement, j'avais fait une vidéo dessus que tu m'avais corrigé, c'est important de le dire. Ma vidéo sur l'intestin perméable, l'endométriose et le gluten. Pour moi, c'est un sujet super important et le docteur l'avait validé pour moi, donc voilà.